par rapport à ce débat que vous avez lancé entre vous. Nous vous écoutons, on va vous poser des questions. Allez-y, professeur Kitty. Je peux poser ma question? Non, ici? attendez, je vous en prie. On veut les écouter tous d'abord. Allez-y, professeur Kitty. Votre micro est fermé. Allez-y. Et puis après, ce sera madame du Burkina. On ne vous entend pas. Le micro est fermé. Voilà, allez-y. Vous me recevez maintenant? Oui, on vous reçoit. Alors, réagissez, s'il vous plaît. Alors, moi, je pense que il faut recentrer le débat. Oui. Il faut recentrer le débat autour de la question de l'AES et de la CEDEAO. Oui. Bon, on a 3 États qui se sont constitués en organisation et qui ont décidé de sortir de la CEDEAO. Alors, quel est l'avenir de la CEDEAO face à cette menace de sortie? Moi, je pense que la deuxième majesté est revenue sur le rôle des royautés aujourd'hui dans un État moderne ou dans les États modernes en Afrique. Voilà. Le rôle de la médiation. Je pense que cette proposition qu'il a faite est bonne et doit être exploitée par les gouvernants pour chercher à rapprocher les positions. Alors, la première ou bien la deuxième intervention a posé le problème de l'indépendance et de la souveraineté. Moi, je pense plutôt que le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Il a bien dit, il faut chercher à faire le diagnostic. Pourquoi les États de l'AES ont décidé de partir? Nous sommes dans une situation particulière. C'est vrai, ce sont des militaires qui dirigent ces États et ce sont des militaires qui ont créé la CEDEAO en 1975. Yakubu Gowon, Yatema et autres, c'était des militaires. C'est vrai, il y a des ressemblances. Mais c'est aussi vrai que quand on regarde les conditions dans lesquelles la CEDEAO avait été créée, et les idéaux de la CEDEAO, c'était la solidarité, l'intégration politique et l'intégration économique. La CEDEAO aujourd'hui est incomprise par le peuple et incomprise par certains gouvernants. Incomprise parce que la CEDEAO a des règles, a des normes et qu'il faut appliquer face aux situations dans lesquelles il faut appliquer les dites normes. Il se fait que, à la tête des États, il y a des gouvernants de fait qui refusent l'application des normes et manipulent le peuple contre l'organisation. C'est le vrai diagnostic qu'il faut faire de la situation de l'AES. L'AES est une organisation réactionnaire. Alors la question, c'est de savoir si cette organisation réactionnaire peut durer dans le temps. Moi, je ne pense pas. Elle ne peut que durer le temps que durera ou bien le temps que dureront ceux qui l'ont créé au pouvoir. Il se fait que ce sont des militaires qui sont à la tête de ces États pour une transition à durée indéterminée. Je fais un rapprochement entre l'AES et la CENSAD. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la CENSAD qui a été créée par feu Muammar Kadhafi. Voilà. Lorsque Muammar Kadhafi est décédé, ouais, la CENSAD aujourd'hui n'existe presque plus. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver à l'AES lorsque l'un des États va opérer un changement de manière démocratique à sa tête. Donc, lorsqu'il y aura un changement de manière démocratique ou bien un renversement d'un des dirigeants de ces 3 États,
on va assister au début de la mort prématurée de l'AES, étant donné qu'elle est une organisation réactionnaire. C'est vrai que quand on prend le fond de l'AES, on a des préoccupations qui sont des préoccupations anciennes, préoccupations panafricanistes qui sont reprises. Mais la reprise de ces préoccupations ne sont que des reprises opportunistes pour pouvoir justifier la présence de ces dirigeants à la tête de ces États. Toutefois, comme l'a dit la Majesté, il ne faut pas les laisser partir. Il faut essayer tout pour pouvoir les maintenir dans l'organisation en procédant à une médiation. Je ne sais pas, la question que je m'en vais lui poser, de savoir si sa proposition a été faite aux dirigeants ou aux dirigeants actuels de la CEDEAO. Je ne sais plus qui est le président en exercice de la CEDEAO actuellement, je ne sais plus. Je ne sais pas quel est l'État. Je pense que c'est le Nigeria, non? Oui, c'est possible. Est-ce que je pourrais c'est le Nigeria. C'est le Nigeria. Est-ce que je... Voilà. Est-ce que vous avez fait cette proposition au président nigérian, cette proposition de médiation au président nigérian pour qu'il puisse vous donner le quitus d'aller rencontrer les dirigeants de ces trois États et leur parler en relation avec votre organisation panafricaine des souverains. Alors, je vous remercie. Merci. Est-ce que je pourrais... Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Alors, je disais tout à l'heure, vous voyez, l'Afrique a mal et c'est l'Afrique même le problème de l'Afrique. Voilà, parce que ce qu'il dit, nous l'avions fait lorsque la CEDEAO voulait attaquer le Niger. Nous avons intervenu, nous avons nommé le sultan de Sokoto, qui était notre intermédiaire donc, pour l'apaisement. Et nous avons écrit à la France pour demander qu'ils acceptent les décisions du Niger, que les militaires partent et que l'ambassadeur quitte le Niger. Ça a été, ils ont obtempéré à notre demande. Et les gens sont partis. Mais entre-temps que nous étions en train de travailler, je le dis et je le répète, il faut donner des conseils à nos enfants qui sont dans l'Occident. Parce que le travail, c'est Dieu qui choisit le leader. C'est Dieu qui donne la sagesse au leader. Et quand vous perturbez l'esprit du leader, vous perturbez toute l'Afrique, sans le savoir. Ce qu'il dit, ce sont des démarches que nous devons faire. Mais je reviens à une chose qui est essentielle. Aujourd'hui, si les trois pays qui ne sont pas contents, s'il y a eu une réunion, comme je l'ai dit au départ, des parlementaires de ces trois pays, et avec les pays indexés, et qu'il y a eu un terrain d'attente d'équité, je pense que le problème qui existe dans la CEDEAO est surtout parce que eux, ils pensent que les autres membres de la CEDEAO sont des instruments que l'Occident utilise pour aller contre eux. Mais si le problème en lui-même est réglé et que, parce que l'Africain veut aujourd'hui que le prix du pétrole, le prix du cacao, le prix de l'or soit fixé par l'Africain. On ne veut pas qu'on vienne nous imposer des prix. Donc, il faut aller droit au but, c'est-à-dire mettre en place une commission parlementaire entre ceux qui sont fâchés et ceux qui sont indexés et discuter pour trouver un compromis. Une fois le compromis est trouvé, mais vous allez voir que les tensions en Afrique de l'Ouest vont baisser puisqu'il n'y a plus de problèmes.
Voilà ce que je propose. Voilà. Merci. Voilà. Alors, nous allons maintenant interroger Madame Justine Tankaono et puis on va redonner la parole aux panélistes pour vous poser donc des questions tous azimuts. Alors, Madame Justine Tankaono, votre réaction? D'accord, donc je dis bonsoir à tous les panélistes qui sont sur le plateau. Alors, moi, je vais rejoindre un peu certains propos par rapport à M. Fattah. Vous savez, au fait, aujourd'hui, je ne sais pas si on joue au sourd d'oreille ou on joue au fait à ne pas vouloir au fait comprendre la situation qui se passe entre l'AIS et la CEDEAO. Il faut vraiment qu'on s'attaque au problème. En fait, les gens oublient les problèmes et ils cherchent en fait à ce qu'on puisse trouver des solutions d'entente entre l'AIS et la CEDEAO. Alors que, pour quelle raison en fait l'AIS a quitté la CEDEAO? Il faut se poser ces questions. L'AIS a quitté la CEDEAO parce que, déjà de 1, elle trouve en fait tout ce que la CEDEAO, toutes les premières impositions que la CEDEAO émet à l'Assemblée, ça ne vient pas en fait de la CEDEAO. Ça vient en fait directement en fait de d'autres personnes. Et la première des choses que je vais dire au niveau de l'Afrique, si on veut que les Africains, l'Afrique de l'Ouest puissent s'en sortir, il faut vraiment qu'on s'attaque déjà, la première des positions, c'est les accords qu'on a avec la France. Tant qu'on ne peut pas s'attaquer aux accords qu'on a avec la France ne va pas nous laisser, nous on va imposer, on va décider de notre prix de cacao, à ce qu'on va fixer le prix, ça va être comme ça va être comme ça, c'est pas possible, il ne va jamais accepter ça. Ce sont les accords qui sont là. Notre ressource naturelle, si on trouve des ressources naturelles dans le territoire africain, on est obligé d'abord de passer par la France. Si elle dit que non, ça ne l'intéresse pas, on n'est même pas libre de choisir, hein? C'est lui qui choisit. Quel partenaire on va aller travailler? Et à quel prix? Donc, il faut que déjà, nous les Africains, si on veut vraiment être unis, il faut qu'on accepte prendre notre souveraineté totale, notre indépendance totale, et non une indépendance, en fait, virtuelle. Parce qu'on a une indépendance virtuelle, qu'à chaque fois, on dit on est indépendant, alors qu'en réalité, on n'est pas indépendant en rien. Tous les accords qui nous relient, des 11 accords, quel accord arrange, en fait, l'Afrique? Que ce soit militaire, que ce soit économique, les dettes, qu'est-ce qui nous arrange? Donc, il faut que vraiment que nous, le peuple, nous les présidents africains, on s'attaque d'abord à ce problème-là. Et quand on va se libérer dans ça, et qu'on n'aura plus la même mise au fait de la France sur nos présidents, vous allez voir en fait qu'on va collaborer tranquillement. Parce que ce problème-là, c'est ça. Parce que chaque fois qu'il y a une réunion à la CEDEAO, regardez combien ça s'est tout dernièrement le Parlement qui s'est passé. Comment vous pouvez comprendre le fait que vous êtes là en train de parler des problématiques de l'Afrique et directement, vous n'avez même pas fini au fait l'audience, on vous ramène un rapport déjà établi, fini à quelque part où vous devrez en fait prendre ce rapport. Tandis que vous-même, vous ne vous asseyez pas pour faire le rapport. Est-ce que on prend en fait la réalité de ce que vous êtes en train de parler? Donc, je pense que aujourd'hui, l'AIS a décidé déjà, parce que moi, j'aimerais qu'on revienne toujours sur ça. L'AIS est en train de former un pays. C'est un pays, il est en train d'aller à un pays fédéral. Le Nigeria a fait, il n'y a pas eu de soucis. Les gens n'ont pas parlé beaucoup sur ça. Donc, aujourd'hui, l'AIS décide, au fait, de se constituer un pays fédéral. Je ne vois pas, en fait, quel problème il y a. Et si l'AIS décide, au fait, de quitter la CEDEAO, c'est parce qu'elle veut être souveraine. Elle veut être libre de décider sans qu'il y ait l'implication de la mère de la France. Elle veut profiter, au fait, de ses propres ressources sans qu'il y ait l'implication de la France. Aujourd'hui, regardez les collaborations militaires qui se passaient au niveau de la France et puis les autres pays. Comment vous pouvez comprendre même qu'une formation militaire, on vient, on vous donne du bois. Voilà, faites la formation avec le bois. On vous amène au fait des hélicos de 1960. On dit non, combattez les terroristes avec ça. Mais vous allez combattre les terroristes comment? Pendant que les terroristes, eux, ils ont les AK-47, tandis que vous, votre armée, vous êtes obligé, au fait, quand vous sortez, il n'y a même pas plus de 200 Kalachnikov dans votre réserve. Mais c'est grave. Il faut sortir pour revenir, pour donner à l'autre, pour pouvoir combattre. C'est pas possible. Et on vous interdit en même temps même de pouvoir survoler certains territoires sans avoir au fait à les contacter.
Et malgré tout le matériel que la France, elle avait, elle ne voyait jamais les terroristes. Combien de drones, au fait, elle avait au niveau du pays de l'AIS? Mais elle ne voyait jamais de terroristes. Mais comment nous on fait, en fait, aujourd'hui pour voir les terroristes et pour les frapper? En fait, on n'est pas dans une sincérité de collaborer. En fait, la France ne joue pas un sincère jeu avec nous. Et toute personne, tout pays, en fait, qui veut s'attaquer dans sa souveraineté, ben, elle est obligée, en fait, de faire front avec la France avant de s'en sortir. Et je dis aujourd'hui, c'est une bonne chance pour nous qu'aujourd'hui, on a l'AIS qui ont décidé à 3 parce qu'avant, ils ont tenté, au moment de Thomas Sankara, de Tchekouté, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu marcher. Ça n'a pas pu marcher. Mais aujourd'hui, nos Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tchani, ils ont pris l'histoire. Nous qui avons vécu dans le pays de l'AIS, avec la mort de Thomas Sankara, nous tous, on a regretté. On est des jeunes, mais on a regretté. On s'est demandé, mais pourquoi, en fait, on n'a pas protégé Thomas Sankara de tout ce qu'on pouvait? Même s'il fallait donner notre corps, notre âme, il fallait le faire. Donc, on ne veut plus, en fait, que ce genre de truc encore arrive, parce qu'on a souffert. Parce qu'après Thomas Sankara, tout a été privatisé. Après Thomas Sankara, toute l'économie, la vie était devenue autre chose au niveau du Burkina Faso. Donc, on a vécu une vie avec Thomas Sankara. Et on revit une deuxième chance avec Ibrahim Traoré, mais on ne peut pas laisser passer ça. Et on voit l'idéologie de Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, que Dieu fait qu'aujourd'hui, ils sont 3. Donc, l'Afrique, au moins, c'est à 3 personnes pour le défendre. Donc, ils ne vont pas, en fait, en rendre dispersés. Donc, c'est à nous, la population jeunesse, d'accompagner ces dirigeants-là pour qu'on puisse réussir notre souveraineté totale, si on veut la libération totale de l'Afrique, là. C'est soutenir ces dirigeants-là qui peuvent faire front à la France, qui peuvent dire à la France, vous avez tellement pillé l'Afrique, ça suffit maintenant. Ça suffit. Pourquoi la France ne peut pas, au fait, à elle, se développer? Pourquoi elle doit attendre toujours, au fait, de ses colonies? Alors qu'il y a d'autres colonies qui n'ont jamais emmerdé, au fait, les colonies qu'ils avaient. Mais pourquoi elle ne peut pas être indépendante? Il faut toujours dépendre du dos des Africains, bouffer au dos des Africains pour vivre. Et regardez aujourd'hui comment elle est en train de vivre. Vous sentez au fait qu'il y a un impact très fort au niveau de l'AIS, ce que ça a créé. Déjà 3 pays. Imaginez qu'un 4e pays vient, mais il va s'effondrer. Et il faut que les Africains s'y mettent pour pouvoir libérer l'Afrique si on veut vraiment notre souveraineté et qu'on nous respecte et qu'on puisse avoir un droit de veto au niveau de l'ONU. Parce que c'est inconcevable que l'Afrique ne peut pas avoir un droit de veto au niveau de l'ONU. On a combien de superficie, de kilomètres au niveau de l'Afrique? Tout un continent qui n'a pas en fait de droit de veto, c'est impensable à quelque part. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Merci. Merci. Donc, nos 3 invités ont déjà réagi, ils sont en plein dans le débat. Et écoutez, moi, j'ai cru, sans être porte-parole de Ibrahim Traoré, je crois avoir entendu la voix de ce capitaine du Burkina Faso. Alors, chers panélistes, vous réagissez, vous posez une question précise à une personne précise, elle vous répondra et on reviendra encore dans le cercle de nos invités pour que, n'est-ce pas, soit ils s'entendent ou alors ils tirent sur les ficelles jusqu'à ce qu'on puisse finir. S'il vous plaît, oui. Est-ce que je pourrais dire quelque chose sur ce que la dame vient de dire? Oui, vous pouvez dire quelque chose. Et ensuite, on va passer maintenant aux panélistes pour qu'ils posent des questions précises à des personnes précises. Allez-y, Majesté. Voilà, elle a dit quelque chose tout au départ qui est juste. Elle a dit quelque chose tout au départ qui est très juste. Il faut régler le problème de la racine. C'est les méthodes qu'il faut choisir. Ce n'est pas une rébellion ou bien que la jeunesse se révolte, non. Il faut mettre aujourd'hui la France, elle n'est pas seule, il y a l'Union européenne. Pourquoi ne pas mettre en place une commission paritaire pour discuter sur les nouvelles coopérations qu'il faut? Parce que dans tous les cas, il faut discuter et trouver de nouvelles coopérations. Et il faut l'équité. C'est ce que nous demandons. Voilà, mais nous ne demandons pas qu'il y ait des révoltes, qu'il y ait des... C'est pas cela. Nous sommes des leaders traditionnels. Nous sommes les garants de la stabilité du continent africain. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir trouver des moyens, des mécanismes pour que
la demande de nos enfants du Mali, du Niger et du Burkina soit entendue et que ça soit discuté au haut niveau, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'Union européenne, pour qu'on trouve des solutions. Mais je ne pense pas qu'il faille faire des révolutions aujourd'hui. Vous avez combien d'enfants africains en Europe? Nous avons 370 millions d'enfants qui vivent hors de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos enfants qui viennent investir en Afrique. Nous avons besoin il faut créer un nouveau mécanisme pour discuter les coopérations. Il faut créer de nouvelles coopérations. C'est ça, les racines des problèmes. Parce que si demain, il y a une solution, un décret de l'ONU ou bien de l'Union européenne qui dit que désormais, voici les normes. La France ne doit plus dépasser telle norme. Mais écoutez, la France va respecter. Nous avons essayé de pouvoir, nous avons écrit au président français cette proposition que j'ai faite en passant par le Parlement africain, rassembler les parlementaires. Eux, ils étaient d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils ont blasphémé Dieu au temps de leur... comment ils ont appelé ça? Le sport qu'ils ont organisé. Ils ont blasphémé Dieu et moi. Ça m'a découragé. Honnêtement, je vous le dis en vérité, mes enfants. Si vous ne croyez pas en Dieu, ça veut dire que vous êtes Satan et je ne suis pas avec vous. Merci. Voilà. Alors, les questions tous azimuts, allons-y, allez-y. Moi, je pourrais dire que, par exemple, l'AES est parti. Mais est-ce qu'on ne peut pas continuer en attendant que vous résolviez ces problèmes que vous venez de présenter là? Parce que c'est vrai, le temps passe. Donc, elle veut avancer parce qu'elle croit tenir le bon bout. Ce que vous dites là, c'est un problème qui va être résolu, non pas tout de suite. Vous êtes d'accord? Bon, en fait, oui. Allô? Je m'excuse. C'est à moi, non? Non, Oui, allez-y, quelqu'un veut répondre à sa question, vous répondez rapidement. À Chona Mousso, au roi. Allô? Allô? Je crois. Mais je n'ai pas encore réagi depuis là, quoi. Je n'ai pas encore réagi depuis là. Depuis toujours, je n'ai pas encore réagi. Mais pourquoi vous... Je veux parler aux majestés. Je vais parler aux majestés. Et je vais tout droit au but. Je veux dire que c'est vous les majestés. C'est vous nos rois. C'est vous qui avez été choisis par Dieu. Si c'est vous qui avez été choisis par Dieu pour nous diriger. Et pas les présidents que nous élisons avec les lois d'autres civilisations. Voilà, c'est vous qui êtes nos rois, c'est vous qui êtes les représentants de Dieu sur terre pour nous, les Africains. Les autres qui ont été élus par les lois d'autres civilisations ne sont que des pantins d'autres civilisations qui nous manipulent. Et aujourd'hui, moi je dis clairement que c'est, même si on doit élire, comme l'a dit Sa Majesté, le roi du Bénin, comme l'a dit Sa Majesté, les Africains ont toute une panoplie pour choisir leur roi. On ne doit pas avoir honte de sa maison. On ne tend pas on ne prend pas la main gauche pour montrer sa maison. Chaque peuple a sa civilisation. Si nous prenons les Japonais, si nous prenons les Indiens, ils sont toujours restés dans leur civilisation et ils se développent. Votre question, s'il vous plaît. Votre question, ça c'est des commentaires. Votre question, s'il vous plaît. Oui, ma question, c'est que pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous ne pouvons pas créer un système, même si créer un système de direction, d'administration de nos pays. Nous voulons toujours copier sur les autres
Et en marchant dans les pas d'un autre, on ne peut jamais le dépasser. Donc, je ne suis pas en train de critiquer les points de vue des uns et des autres, mais je donne mon point de vue en tant qu'Africain qui s'autodétermine. Voilà. Donc, merci. Alors, à qui veut vous répondez? Est-ce que on allez-y, peut réagir? Allez-y. Une question à réponse, si vous permettez. Oui. Allez-y, Joma Moussa, vous voulez répondre, non? Oui, je voudrais intervenir. Je crois que mon doyen, Tifizier, a essayé quand même d'apporter beaucoup d'approches de solutions. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, on dit quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. Et cette diplomatie, nous ne sommes pas là pour apporter des solutions thérapeutiques à un mal qui continue de sévir tout le temps. Je sais, nous autres, nous sommes des garants de valeurs culturelles et endogènes. Nous sommes promoteurs de paix. Partout où il y a la paix, et nous intervenons, nous créons toutes les conditions qu'il faut qu'il y ait la paix. Nous ne sommes pas là pour savourer la victoire de l'AES sur, comment on appelle, celle de la CEDEAO ou pas, mais c'est comment faire pour que cette prise de position ne cristallise pas une énergie de menace à la paix et à la quiétude sociale. C'est de cela qu'il est question. J'invite tous les majestés de l'Afrique, comme j'ai suivi, ça s'est passé le 10 décembre passé en Côte d'Ivoire, où il y avait le colloque pour les peuples africains sur la démocratie en Afrique, qu'on essaie de réfléchir sur la démocratie en Afrique. Adopter une vision commune, il faudrait qu'on ait une vision, un objectif. On ne vient pas pour régler un problème juste pour l'entretenir. Je crois que pendant longtemps, toutes les structures qui ont existé ont essayé de caresser le mal et l'entretenir pour que ça ne dégénère pas. Mais à l'amont, qu'est-ce que nous faisons? Il va falloir que les Sans Africains... vous couper, Majesté Joma Moussa, voilà, on ne vous voyait plus du tout. Votre tête est coupée. Si vous descendez un tout petit peu, ça ira. Allez, continuez là maintenant. Alors, bon. Donc, il faut, comme déjà ce que faire Majesté Tifizier, il faut davantage qu'il y ait des structures qui réfléchissent et qui soient des modérateurs. Nous ne sommes pas là pour juger les uns sur les autres. C'est bien. La dame du Burkina Faso, je crois, c'est son cri de cœur. Et c'est une dame qui parle, c'est ce qu'elle sent, qu'elle dit, tout brut. D'accord. Mais ça... Nos enfants, les chefs d'État sont nos enfants. Et je crois que Majesté Tifizier, je l'ai rencontré le mois dernier, on a essayé de réfléchir. Dans beaucoup de pays d'Afrique, on a commencé par restaurer la chefferie traditionnelle. C'est un grand travail qu'il a fait, c'est à son actif dans beaucoup de pays. Au Bénin, par exemple, lorsqu'on n'aurait pas pu constitutionnaliser dans la chefferie traditionnelle, parce que notre instance de promotion de valeurs culturelles et endogènes, garante des us et coutumes, doit être reconnue, doit être réhabilitée dans les constitutions pour nous permettre d'avoir de la voix, d'être représentés dans toutes les instances. Et en Afrique, ce idéal est important. L'indépendance de l'Afrique passe déjà par là. La restauration des valeurs culturelles et endogènes de l'Afrique. Et l'indépendance ne doit pas être telle que, bon, peut-être des gens qui ont fait un coup d'État, qui ont pris le pouvoir. Non, il faut aller méthodiquement. Et il faut travailler, il faut élaborer des systèmes de collaboration. Entre l'AES et la CEDEAO, nous faisons beaucoup déjà parce que nous communiquons, nous échangeons, nous élaborons les théories qu'il faut pour être en dialogue avec ces peuples-là, ou les mettre toujours ensemble. L'AES peut développer son AES, d'accord. La CEDEAO peut toujours continuer comme ça, d'un jour à un autre. Comment il faut faire que malgré cette séparation, le dialogue continue et qu'au fil des ans, les deux structures, que ce soit l'AES et la CEDEAO, se réunissent pour créer une structure ayant la même vision,
Qu'est-ce que l'AES réclame? Que réclame la CEDEAO? C'est à nous de nous mettre au milieu de nos enfants, les aider à se comprendre pour que cette séparation ne soit pas une guerre, que ce ne soit pas comme une révolution, mais une voix qu'on est en train de faire entendre et qui puisse nous permettre, nous autres médiateurs, de les aider quand même à vivre dans leurs indépendances, laquelle indépendance deviendra une fusion d'une grande Afrique et prospère demain. Voilà ce que je pense.